Quelles sont pour toi les différentes formes de manipulation qu'on peut rencontrer? Nous en identifions 4. Alors, je dis nous parce que je ne suis pas tout seul à travailler là-dessus. Et puis, j'ai un maître dans ce domaine qui s'appelle le Dr. Stephen Karpman, qui est l'inventeur, le découvreur du légendaire triangle dramatique avec le persécuteur, le sauveur et la victime. Alors, nous en voyons 4 formes de manipulation qui vont dans le sens que j'exprimais tout à l'heure. Alors, la première, c'est l'automanipulation. On n'en parle pas assez souvent et nous allons voir d'ailleurs que je m'attends à ce que tu me poses, Sabrina, des questions sur comment on sort de la manip, comment on n'y rentre pas. Une des choses déjà, c'est de pas toujours se faire confiance à soi-même parce que nous sommes de grands manipulateurs de nous-mêmes. En ce moment, par exemple, pendant que je réponds à cette interview, je suis en train de me dire des choses. Tout le monde fait ça, c'est normal. Donc, pendant que nous communiquons, pendant que nous agissons, nous pensons et nous nous parlons. Ah là là, est-ce que ce que je dis est clair? Est-ce que Sabrina s'y intéresse vraiment? À quelle heure je vais manger? Ou est-ce que je vais aller faire mes courses tout à l'heure? Bref, il se passe des choses dans notre tête. Et de temps en temps, pour des raisons qui relèvent de la psychologie ou de l'histoire personnelle, nous allons avoir tendance à saboter ou nos relations ou un bon moment. Et c'est arrivé à tout le monde de sortir d'une soirée, d'un événement familial ou d'un événement professionnel et de se dire à soi-même, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai refait ce que je fais et je sais qu'il ne faut pas le faire? Qu'est-ce qui m'a pris? Il nous arrive aussi de dire à des amis, non mais ce que je te dis, je ne le pensais pas vraiment, c'est pas ça que je voulais dire, j'avais pas l'intention de te blesser. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? C'est que pendant la communication, pendant la situation, pendant la négociation, je me suis dit des bêtises. Je me suis auto-manipulé. Parfois pour échouer, parfois pour faire du mal à l'autre, parfois pour se faire du mal à soi, va comprendre la nature humaine. Donc le premier grand acte de manipulation, c'est soi avec soi. Et bien sûr, il y a aussi des actes positifs d'auto-manipulation que j'appelais l'influence. Par exemple, quand je suis pas sûr que je vais réussir quelque chose et que je me dis, vas-y, tu vas y arriver, qu'est-ce que c'est d'autre que moi en train de me manipuler psychologiquement pour réussir? Et vous savez quoi? Ça marche. Donc, encore une fois, à chaque fois que je vais te parler de manipulation qu'on va entendre comme étant un acte négatif, rappelons-nous que la même chose a son pendant positif. La vie est belle aussi, elle n'est pas que moche et on n'est pas que cerné par des gens horribles qui veulent nous manipuler. Premier grand acte de manipulation, l'automanipulation. Deuxième acte de manipulation, alors nous on appelle ces actes de manipulation des actes qui sont faits par des joueurs occasionnels. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, est-ce que tu penses que nos auditeurs sont prêts à les entendre, ces bonnes et mauvaises nouvelles? Totalement. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que nous jouons tous. Nous sommes tous des joueurs occasionnels. Donc, nous avons appris dès l'enfance, avec un public particulièrement savoureux, qui était rien d'autre que nos parents. Pour ceux qui ont eu des frères et sœurs, nos frères et sœurs, nous avons appris l'acte de manipulation. Comment faire pour rendre maman complètement hystérique, par exemple en mangeant, ou en ne mangeant pas, ou en mangeant trop, ou en ne mangeant pas assez. Ça a commencé même sur le pot, hein, mais je passerai les détails trop graphiques. J'ai appris aussi à monter mon petit frère contre ma grande sœur. On a appris un acte qui est de provoquer des incidents, alors positifs, hein, je ne le redis pas, ou négatifs autour de nous. Et enfin, c'est d'ailleurs une des premières grandes compétences de communication que nous avons acquises. Se faire comprendre était la première, bien sûr, et la deuxième, c'était agir sur mon environnement. Ainsi, sommes-nous aujourd'hui à l'âge adulte, de manière plus ou moins inconsciente, des acteurs dans des jeux que nous jouons avec tout le monde de temps en temps pour aller plus vite. Qui n'a pas essayé de charmer la dame au bureau de poste pour obtenir la lettre avec accusé-réception alors que je n'ai pas ma pièce d'identité? Tout le monde a essayé un truc. Qui, en se faisant arrêter par la police, n'a pas tenté un « Ah, monsieur l'officier, eh bien non, je n'ai pas vu que j'allais trop vite, alors que je savais très bien que j'allais trop vite. » Voilà, ce sont des gestes du quotidien que nous faisons tous. Donc, nous sommes tous des manipulateurs occasionnels. Donc, première catégorie, l'auto-manipulateur. Deuxième catégorie, le manipulateur occasionnel. Toi, moi, tous nos auditeurs l'ont fait, le feront, et arrêtons de nous battre la coulpe, c'est une des grandes compétences humaines. Troisième forme de manipulation, la manipulation intoxiquée. Alors la manipulation intoxiquée est une manipulation, c'est un acte dans lequel j'utilise ces stratagèmes, ces manœuvres dont je viens de parler, et je ne peux pas m'en empêcher, c'est trop bon.
Je suis intoxiqué à l'acte de manipulation. Alors, prenons un exemple concret. Nous avons dans les familles, on a tous vécu l'observation, où nous avons été acteurs, de petits jeux qu'on joue entre nous, qui sont toujours les mêmes, et qu'on rejoue régulièrement le dimanche. Par exemple, on peut avoir Tante Olga, qui a repéré que Papy, hein, le patriarche de la famille, ne supporte pas qu'on attaque le gouvernement en place. Donc, que fait Tante Olga? Elle ouvre la communication sur la vaccination et elle lâche le mot Macron. À ce moment-là, Papy sort de ses gonds et dit de quoi parlez-vous, hein, c'est toujours pareil, personne ici ne connaît rien en politique, mais ça, pour avoir un avis, ça tout le monde en a. Papy, à ce moment-là, fait son numéro. Tout le monde sait que Papy va faire ça. Que vient-il de se passer? Bien, Tante Olga, elle s'ennuyait un peu à table et elle a eu besoin de se faire un petit shoot, prendre une petite dose d'émotion. Et les joueurs intoxiqués aux jeux psychologiques, à la manipulation, le sont parfois pour un effet tout simple qui est que ça donne une illusion de pouvoir. Alors, il y a plein de raisons d'être intoxiqué aux jeux psychologiques et à la manipulation. Alors ça ferait l'objet d'une longue conversation. Mais retenons ceci. La troisième catégorie de joueurs, ce sont les joueurs intoxiqués, qui le font pour se donner du plaisir et qui, à un moment donné, ne savent plus comment se donner du plaisir autrement que en faisant des petites, moyennes et grandes manipulations dans la vie quotidienne. Ceux-là sont plus difficiles à contrecarrer parce qu'ils sont en train de se faire du bien. Et donc, dites à un fumeur d'arrêter de fumer, dites à un sportif qui fait trop de sport, ça va être difficile de les désintoxiquer. Bien sûr, pour le sportif, je prenais un exemple a priori positif. Pour ma part, je ne suis pas un grand sportif, donc je n'ai pas décidé que c'était bon. Mais j'ai un excellent ami, mon ami Pierre, qui est un sportif. Parfois, je le vois rentrer, il est crevé, il a l'air de, on dirait qu'il va mourir tellement il est décomposé par la fatigue. Et je lui dis, tu devrais faire moins de sport. Et il me dit, mais t'es fou. Et c'est sa drogue, c'est une bonne drogue. Moi, j'en ai une, là, c'est mon café. Et puis d'ailleurs, ce matin, si vous voyez, il y a Pink Floyd The Wall, j'en ai une autre, c'est la musique. C'est des bonnes intoxications jusqu'à ce qu'on se fasse du mal avec. La manipulation en est une forme de manipulation, comme le café, je crée de l'excitation. Donc, 3 catégories. 1, l'auto-manipulateur. 2, le manipulateur intoxiqué. 3, le manipulateur occasionnel. Et une dernière catégorie, Sabrina, celui que j'appelle le manipulateur pro ou professionnel. Alors, c'est quoi un manipulateur pro ou professionnel? C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, pendant qu'il ou elle le fait, sur la personne à qui il ou elle parle. Par exemple, j'ai peut-être découvert comment faire pour jouer sur la corde sensible de maman. J'ai trouvé comment faire pour jouer sur la corde sensible de ma boulangère, pour qu'elle m'offre un croissant le matin. Et je le fais de manière consciente, comme un pro. C'est-à-dire, j'ai une compétence qui est, je sais exactement comment faire quelque chose à quelqu'un, et je le fais consciemment. Alors, il y a une bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que la plupart des joueurs dits professionnels, qui savent très bien ce qu'elles ou ils font au moment où elles ou ils le font, il suffit de les prendre en flagrant délit en disant « je t'ai vu venir là, tu es en train de jouer sur ma corde sensible, c'est pas bien », et de le faire avec un sourire plutôt amusé ou attendri. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que les gens qu'on appelle les joueurs pros tombent leur carte et disent « ah, tu m'as vu faire, ouais, je voulais aller un peu plus vite ». C'est souvent plus facile avec eux d'arrêter en disant « est-ce qu'on peut plutôt négocier ce que tu veux, plutôt que tu utilises des stratagèmes que je t'ai vu utiliser ». Donc voilà mes 4 catégories. Le joueur professionnel, le joueur intoxiqué, le joueur occasionnel et l'auto-manipulateur, c'est-à-dire toi, moi, toi avec toi, et nos auditeurs avec eux. Et dans ce cadre-là, comment savoir si on est manipulé? Il y a 2 trucs à retenir. Comment est-ce que je sais que je me suis fait embarquer, je me suis laissé embarquer? Je préfère dire je me suis laissé embarquer d'ailleurs. Alors, déjà, il y a un indicateur que nous devrions développer, qui est comment je me sens par rapport à la décision que je viens de prendre, par rapport à ce que je suis en train d'accepter ou de refuser, comment je me sens. Alors, première chose, si j'avais en face de moi quelqu'un que j'ai trouvé convaincant et que j'ai pris une décision après cette conversation et je ne suis pas bien avec, écoute, Sabrina, il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans de psychologie, c'est probablement que je me suis fait empapaouter ou, si tu connais ma préférence maintenant, je me suis laissé empapaouter, je me suis laissé embarquer. Pour ça, c'est très intéressant dans les manips, dans les manœuvres, dans les jeux psychologiques,
de se rappeler que victime peut être un état ou un rôle. C'est-à-dire qu'on peut être véritablement victime de quelqu'un, mais on peut aussi avoir accepté de jouer ce rôle de victime parce qu'il y a des bénéfices secondaires à être victime. Donc ça, c'est très important quand on regarde la manière de mesurer comment je vais vraiment avoir envie de sortir de la manipulation dans laquelle je sens que je me suis embarqué, laissé embarquer ou fait embarquer. Alors, je réponds à ta question. Comment savoir? Premier, très simple, je me sens pas bien avec une décision que j'ai prise, une réponse que j'ai donnée, suite à une communication avec quelqu'un. Ça, c'est un premier indice qui est peut-être que je me suis laissé séduire. Deuxième indice, il se passe la nuit, au petit matin ou très tard le soir. C'est quand j'ai du mal à m'endormir ou que je me réveille très tôt et j'ai du mal à me rendormir. Alors, quel est l'indice à repérer? C'est les pensées qui me tiennent éveillé. Par exemple, j'ai du mal à m'endormir parce que je suis en train de me repasser le film d'une décision que j'ai prise dans la journée avec quelqu'un et elle me va pas. Et l'indice numéro 1, c'est que je suis en train de m'attaquer moi-même par rapport à cette décision que j'ai prise. J'ai été bête, mais pourquoi? Et je commence à me faire des histoires avec demain, il faut que je fasse ça, oh là là, mais je peux pas. Et donc, je peux plus m'endormir parce qu'en me racontant cette histoire, alors c'est ce dont je parlais un peu plus tôt, c'est l'automanipulation. En me racontant cette histoire, je fais monter l'adrénaline, je fais monter la dopamine, je fais monter toutes sortes d'hormones pour résoudre des problèmes que je peux pas résoudre à ce moment-là. Il y a un que j'ai plus, c'est que je vais pas dormir. Et la même chose peut se produire le matin, c'est-à-dire que je me réveille, je me rappelle de cet incident que j'ai vécu et je me raconte mon histoire et je peux plus me rendormir. Du coup, je me lève tôt, j'ai les yeux comme ça, je bois du café, je suis très énervé et c'est pas la meilleure des choses à faire pour résoudre le problème qui me tient éveillé. Donc ça, c'est deux indices que je trouve très intéressants. Alors après, ceux-là, c'est ceux qu'on peut donner à n'importe qui. Un, je suis pas à l'aise à l'instant T avec une décision, quelque chose que je viens de faire. Deux, j'ai du mal à me rendormir ou à m'endormir. Voilà, ça, c'est les indices que tout le monde peut tester. Et après, on peut choisir de devenir un technicien du repérage des jeux psychologiques, de la manipulation. Et il y a trois indices à repérer qui est ce que je me reconnais en ce moment dans un des trois rôles que le docteur Karpman a déterminé comme étant est-ce que je me sens en ce moment persécuteur de quelqu'un? Est-ce que je me sens en ce moment en sauvetage, le bon samaritain, ou est-ce que je me sens victime des autres? Et ce sont trois états internes qui provoquent également des montées émotionnelles qu'on a du mal à contrôler. Donc, les trois rôles principaux, je me sens pas bien parce que j'ai l'impression de persécuter les autres. Et quand je suis seul avec moi-même, je suis pas bien avec ça. Comment ça se fait que je me retrouve avec le rôle du méchant? Souvent, dans un couple de parents, il y a un des deux parents qui se retrouve souvent dans le rôle du père fouettard ou de la mère fouettard. Et qui finit la nuit par se dire, mais pourquoi c'est moi qui joue tout le temps le rôle de méchant et qui en veut à l'autre personne du couple. Et c'est parti pour une danse avec un jeu que les deux parents vont jouer et qui est bien à l'avantage d'ailleurs des enfants qui pourront en abuser. Le jeu du bon samaritain, qu'on appelle le jeu du sauveur, c'est la personne qui se demande pourquoi on ne rend pas plus hommage à tous les services qu'elle rend. Pourquoi elle n'est pas reconnue pour sa bonté, sa générosité, le temps qu'elle accorde aux autres, et qui ensuite s'en veut en disant bon, mais après je fais pas tout ça pour avoir des merci, et qui fait les boucles. Quant au rôle de la victime, c'est de se dire, mais c'est pas possible, c'est toujours chez moi que ça tombe, pourquoi c'est moi, mais c'est normal, je suis l'andouille. Et donc ça, ce sont des états internes qui sont, absurdes, parce que personne ne peut être que persécuteur, que sauveur ou que victime, ce n'est pas vrai. Et ensuite, c'est un excellent moyen de s'auto-saboter. Donc je refais une boucle avec ce que je te disais un petit peu plus tôt. Notre meilleur ennemi reste nous-mêmes et les histoires que nous nous racontons. En process, comme tu te souviens qu'on s'était raconté des histoires avec ces croyances que chaque type de personnalité peut avoir, avec il faut que je sois parfait, il faut que je sois fort, il faut que je sois gentil, il faut que je fasse plaisir, il faut que je fasse plus d'efforts, il faut que je me dépêche. Tu te souviens, ces croyances un peu absurdes, elles relèvent de la même logique, c'est de l'automanipulation. Alors pour se saboter l'existence, ça on est très très fort tous. Et justement, pour rebondir sur ça, quels sont les conseils que tu peux nous donner pour éviter de se faire du mal?
Premier conseil, c'est de faire une exploration de soi. De toute façon, dès qu'on parle de développement de soi, développement personnel, d'intelligence dite émotionnelle, le premier travail, c'est le travail de ce qu'on appelle la conscience de soi, c'est-à-dire de comprendre ce qui m'anime pour pouvoir transformer cette phrase, qui grammaticalement a l'air juste, mais qui est fausse. Il n'y a rien qui m'anime, c'est moi qui m'anime. Donc, je vais aller en moi, je vais me dire, par exemple, moi, Jérôme, de quoi est-ce que j'ai besoin pour être bien dans ma vie? J'ai besoin, alors je sais aujourd'hui que j'ai fait ce voyage avec tout un tas de mentors merveilleux, j'ai fait des séminaires, j'ai fait du coaching, j'ai même fait un peu de thérapie dans le temps, et j'ai découvert que, par exemple, si je ne mets pas fantaisie dans ma vie, je me sens pas libre. Et si je me sens pas libre au travers de la fantaisie, pas au travers d'autres notions de liberté, hein, j'ai besoin d'être libre, d'être dans la fantaisie. Si je le fais pas, j'en veux à tout le monde. Donc, je me raconte une histoire qui est, oh là là, les autres me coincent, ils m'empêchent d'être fantaisiste, drôle, différent, et du coup, je leur en veux. Imagine, Sabrina, que je sors tous les matins, je vais voir la boulangère, je lui en veux déjà, elle sait pas, elle, que je lui en veux de m'empêcher d'être fantaisiste. Alors que bien sûr, c'est une histoire que je me raconte. Bon, c'est un exemple un peu complexe, il y a des choses plus simples à découvrir, qui est à quel point est-ce que j'ai besoin d'être aimé, comment ai-je besoin d'être aimé, de quoi j'ai peur, c'est quoi mes peurs viscérales? Là, en ce moment, on est en train de traverser une grande crise qu'est la pandémie, et on voit tout le monde sortir des peurs très particulières. Alors, il y a justement des gens qui ont peur qu'on les prive de liberté. Alors, ils militent, hein. Il y a des gens qui ont peur qu'on les tue avec un poison, avec l'injection, et qui donc viennent raconter toutes les informations qu'ils ont été chercher. Et donc, eux, leur outil, c'est d'aller chercher plein d'informations. Après, trop d'informations tue l'information. On a quasiment des querelles religieuses. Alors là, c'est pas le bon Dieu qui est en cause, c'est croire ou pas dans la science. Bref, chacun se retrouve aujourd'hui confronté de manière intéressante pour pouvoir s'observer soi-même en disant, mais finalement, moi, mon carburant, c'est quoi? Ça, c'est la première chose. Donc, pour éviter d'être manipulé, pourquoi c'est si important de connaître notre carburant, nos peurs? C'est parce que les manipulateurs, qu'est-ce que tu crois qu'ils font, Sabrina? Ils vont chercher notre carburant et ils nous en donnent. Ils vont chercher nos peurs et ils les activent. Ce qui fait qu'à ce moment-là, je perds mon cerveau, puisque je suis très content parce que Sabrina, tu sais ce qu'elle m'offre aujourd'hui, elle m'a dit, tiens, raconte ce que tu veux. Alors, elle m'a offert ma liberté. Donc, je me sens très, très bien. Et puis derrière, de temps en temps, comme elle sait j'ai des hameçons auxquels je mords volontiers et je me laisse embarquer, elle va me poser des questions un peu coinçantes. Et à ce moment-là, elle va jouer le chaud et le froid. Un bon manipulateur connaît le chaud et le froid. Alors, le moyen d'enlever de la main d'un manipulateur le chaud et le froid qui est le mien, c'est de les connaître. Donc, mon premier conseil, c'est apprends ce que sont tes peurs et tes besoins. Comme ça, tu verras arriver l'autre quand il te donne un petit peu trop de tes besoins ou quand il te parle un petit peu trop de tes peurs. Et là, tu pourras te dire, j'ai l'impression que cette personne est en train de jouer sur mes deux cordes sensibles, ma corde aiguë et ma corde basse. Alors, ça fait une jolie musique que je comprends bien, mais attention, c'est le chant des sirènes. Je ne vais pas me laisser embarquer. Voilà, 2 conseils simples. Identifions nos peurs sur lesquelles les autres peuvent agir et identifions nos besoins sur lesquels les autres peuvent agir tout aussi bien.